un enfant précoce, c'est un enfant qui a une capacité de réflexion élevée à la moyenne par rapport à son âge. C'est un enfant éveillé qui arrive à faire des choses qu'un adulte à cet âge-là ne faisait pas. Je dirais qu'un enfant précoce est un enfant qui grandit plus vite que la normale. C'est un enfant qui a une mentalité de grande personne, disons qui a grandi avant l'âge. Votre enfant vous semble particulièrement éveillé pour son âge. Il comprend tout et très vite. C'est un enfant précoce. Il s'agit d'enfants dont l'âge mental est de 2 à 7 ans. Cette catégorie d'enfants est en avance sur son âge réel et se différencie par son développement intellectuel qui se veut plus rapide que celui de ses camarades du même âge. On retrouve ces enfants dans tous les milieux socioculturels. Je pense que ce genre d'enfants, on en a beaucoup actuellement. Même dans le milieu du football, tu prends des enfants comme les Mbappé, les Ousmane Dembélé. C'est des gens qui ont les 18, 19 ans, mais qui jouent comme des gens de 37, 38 ans qui ont une expérience pas possible au foot. Il faut le laisser s'exprimer en essayant de restreindre le plus possible ses mouvements, parce qu'en l'empêchant de s'exprimer, on peut éteindre en lui cette précocité. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas d'école spécialisée pour les enfants précoces, mais d'abord, les parents doivent s'adapter même, se cultiver et s'adapter au comportement de l'enfant. Pour cet enfant, c'est de le suivre dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, le père ne doit pas forcément focaliser ses envies sur l'enfant, mais aider l'enfant, il pourra mieux s'exprimer parce qu'il a envie de découvrir. En plus d'être le parent, il faudrait qu'il soit aussi l'ami de son enfant. L'enfant intellectuellement précoce, EIP, s'adapte parfaitement au système scolaire et noue des relations d'amitié classiques avec les autres enfants. Mais il n'y a pas que des avantages, de petits handicaps existent. L'enfant précoce a notamment du mal à éteindre son cerveau, donc des difficultés à trouver le sommeil et à bien s'alimenter. Un enfant précoce est un avantage pour un parent qui est assidu, qui suit son enfant de près. Je préfère qu'un enfant grandisse en fonction de son âge. Parce que lorsqu'un enfant fait beaucoup plus vieux que son âge, il y a beaucoup de risques qu'il encourt. Notamment chez la femme, comme je dis. Aujourd'hui, on a des petites filles de 12 ans, 13 ans qui ont des grossesses précoces, juste du fait qu'elles soient elles-mêmes précoces. Un enfant précoce, c'est un avantage parce que l'enfant précoce, d'abord, il a grandi avant l'âge, il a une mentalité de grande personne. Il y a une différence entre un surdoué et un enfant précoce. Une fois le diagnostic de précocité posé, il est primordial pour les parents de stimuler intellectuellement leur bambin et de satisfaire son insatiable curiosité, ce qui lui éviterait de plonger dans l'ennui. Contrairement à ce qu'il pourrait paraître, ces enfants ne sont pas matures. Il faut leur accorder par conséquent encore plus d'attention, car si les enfants précoces raisonnent comme les grands, ils ne peuvent pas gérer les situations comme les adultes. Eh oui, et c'est dit, il reste des enfants, quoi qu'on le pense. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle des enfants précoces. Déjà, comment les reconnaître et les gérer? Qu'est-ce qu'un enfant précoce? Eh bien, un enfant précoce, c'est un enfant qui va avoir des aptitudes qui sont supérieures à celles qu'on remarque en moyenne chez les enfants du même âge que lui. Alors on va voir par exemple, un enfant peut être précoce dans la psychomotricité, il peut marcher à 6 mois, 7 mois. Là, c'est une précocité dans le domaine de la psychomotricité. Il y a des enfants qui vont parler plus tôt que les autres. Il y a des enfants qui peuvent parler à 7 mois, à 6 mois et demi. Et il y a des talents divers. Il y a des enfants aussi, comme on l'a dit dans l'élément, qui vont avoir une précocité physiologique. Donc, ils vont développer des caractères de puberté avant la moyenne que nous connaissons. Mais ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est surtout de la précocité intellectuelle. Alors, un enfant précoce intellectuellement, c'est ce qu'on appelle un surdoué. Donc, ce n'est pas parce que votre enfant est précoce sur le plan physiologique qu'il est surdoué, non. Le surdoué concerne uniquement l'intellect. Donc, l'enfant précoce intellectuellement est le surdoué. Et ces personnes-là ont des caractéristiques très spécifiques, dans ce sens qu'ils comprennent vite, plus vite que les enfants de leur âge, mais malheureusement, en contrebalance, ils sont hyper émotifs, ils sont hyper sensibles et ils sont hyper fragiles, parce que ces enfants-là sont en permanence en train de rechercher des repères de stabilité. Ce qui va donner quoi? Ces enfants-là, quand ils vont faire une demande, ils la feront sans délai, sans accorder de délai aux personnes qui sont en face. Donc, ce sont des enfants impatients. Ils veulent que leur requête soit satisfaite immédiatement.
ils n'aiment pas attendre parce que pour eux, l'attente les met dans une posture d'insécurité. Donc, quand ils sont en train de faire des crises de colère, en train de se rouler par terre, en train de casser tout autour d'eux, ce n'est pas parce qu'ils sont mal élevés, mais c'est parce qu'au fond d'eux, ils sont fragilisés parce qu'ils ont peur, ils sont en insécurité. Donc, il faut tenir compte de cela pour cohabiter avec un enfant précoce. Comment reconnaître et gérer un enfant précoce? Déjà, on a la définition de la précocité qui s'arrime au côté surdoué de l'enfant. Maintenant, reconnaître et gérer, c'est toute une histoire. Ben, reconnaître déjà, ce n'est pas parce que votre enfant écrit bien ou dessine bien à 6 ans que vous allez déclarer qu'il est surdoué. Il y a des talents divers qu'on a, il y a des aptitudes qu'on a qui sont innées. Aussi, il y a le test du quotient intellectuel à faire. Tout à fait. Il y a des tests qu'il faut faire avec le psychologue pour confirmer et puis déjà graduer la précocité de l'enfant. Parce que 2 enfants surdoués peuvent ne pas avoir le même degré de précocité intellectuelle. Donc, un enfant peut-être peut être surdoué dans les mathématiques, un autre dans les philosophies, dans le raisonnement, un autre dans d'autres domaines. Mais ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont une grande facilité d'apprentissage. Ça s'appelle la précocité cognitive. Quand on leur explique des choses, ils les comprennent très vite, ils reproduisent vite des schémas, même si ces schémas-là sont compliqués, parce qu'ils ont un temps de process beaucoup plus court que les enfants de leur âge. Docteur, là, vous parlez d'identifier l'enfant précoce, avec tous les éléments que vous venez de dire. On a parlé tantôt des crises que les enfants peuvent faire. Il y a d'autres signes aussi pour alerter un parent de la précocité de son enfant? Mais la précocité de son enfant, l'enfant sera tout le temps en train de poser des questions, parce qu'il veut comprendre. Ah, oui, pourquoi si? Pourquoi ça? Mais ce n'est pas non plus parce que votre enfant pose beaucoup de questions qu'il est surdoué, non. Mais c'est l'un des signes des enfants surdoués parce que leur cerveau est en permanente ébullition. Ils ont envie de comprendre. Et je peux imager comme ça l'enfant précoce comme un individu qui rentre dans un espace où il découvre tout, où c'est magique pour lui et il a envie de savoir la signification de tout ce qu'il trouve. Donc, je m'excuse, avec des questions très pertinentes. Très pertinentes. Ce n'est pas des questions pourquoi la Terre est ronde. Pourquoi... Non, c'est des questions ils vont dire pourquoi de HEC, et comment. de Polytechnique. Quand ils vont vous dire pourquoi, ils vont vous dire comment. Et si votre explication est très basique, eux, ils auront un raisonnement plus élaboré. On les sent tout de suite en train de cogiter. Voilà, ils auront un raisonnement beaucoup plus élaboré que les réponses oui, non, parce que... Donc, ils vont vous pousser aussi au bout de votre réflexion parce que vous allez devoir trouver des explications. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à l'enfant, il ne faut pas hésiter de dire à l'enfant « je ne sais pas, mais je vais chercher ». Parce que sinon, il va se détourner de vous en tant que parent comme personne qui peut lui apporter. Il ne faut pas dire « ah, va là-bas, tu me fatigues avec voilà. tes questions. » Ou tu parles trop. On a tous dit ça au live. Ah, ça suffit, tu poses trop de malheureusement. questions. Alors qu'il faut répondre à ces questions et surtout l'accompagner. Donc, l'accompagner, c'est quoi? C'est de voir qu'est-ce qui intéresse l'enfant. Et par exemple, si on achète un livre à un enfant qui est fort en dessin, il faudrait mieux que ce soit un livre de dessin plutôt qu'un livre de jardinage, par exemple. Donc, essayez de l'accompagner dans ce qui l'intéresse parce que ça va anticiper ses questions. S'il s'intéresse à la morphologie humaine, par exemple, lui offrir des petites encyclopédies qui parlent de ses centres d'intérêt. Les enfants précoces ont des centres d'intérêt bien définis. On va dire, il est passionné par ça, il aime ci, parce qu'il va faire des recherches dans le domaine qui l'intéresse. Mais un enfant précoce peut avoir plusieurs centres d'intérêt aussi. Donc, ce sont des enfants qui sont multitâches et ils sont pluridisciplinaires parce qu'ils vont exceller dans plusieurs domaines. Ça va donner quoi? Un enfant qui aura peut-être 17 en maths, 18 en anglais, 19 en physique, 20 en français. Et ce sont des enfants qui sont polyvalents. Et ces enfants-là aussi, il ne faut pas les baliser dans notre couloir parce qu'on voulait que l'enfant soit médecin, ne le mettre en contact qu'avec des éléments de médecine. Alors, docteur, on parle de toutes ces qualités-là qu'ont les enfants précoces. Et est-ce que c'est pas beaucoup pour les parents de suivre tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un encadrement spécifique, les confier peut-être à des structures qui seront à même vraiment de les emmener loin dans leur potentiel? Oh, je ne dirais pas les confier à des structures systématiquement, mais
avoir recours à des spécialistes parce qu'on doit nous apprendre le mode d'emploi de cet enfant précoce-là. On sait en général que les enfants de 3 ans, ils savent dire bonjour, merci. Mais un enfant de 3 ans qui lit le journal, là, ça interpelle. Vous rentrez, il ouvre le journal, tu demandes qui est derrière. La politique, là, ça chauffe dans ce pays. Hein. Voilà. Il lit, il fait des analyses politiques. Ça doit vous interpeller, il ne faut pas en rire. Il ne faut pas en rire et il ne faut pas lui dire de quoi tu parles, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut essayer de l'interroger pour voir si c'est vraiment une réponse réfléchie ou si c'est un hasard de circonstances qui fait que... Soyons réalistes. Oui. Vous rentrez, vous voyez votre enfant de 3 ans. Comme ça. Votre enfant de 3 ans assis en train de lire un journal politique. Il feuillette comme ça. Et puis dire, ah mais non, et puis vous donne, il vous sort une analyse politique. Il dit, mais non, je pense que ça. Il n'aurait pas dû faire comme ça. Et puis il tord le journal et dit, ah papa, ça craint, ça craint. Mais là, vous avez un interlocuteur parce que ce qui est intéressant avec les enfants précoces, c'est qu'on a des conversations d'adultes avec eux. Donc, ils ont des centres d'intérêt qui peuvent leur permettre de faire des conversations, de tenir des conversations. D'où ma question, avec des docteur. adultes. Il y a quelque chose qu'on remarque énormément, c'est que les enfants précoces sont émotionnellement faibles. Tout à fait, parce que je l'ai dit tantôt, ils sont émotionnellement fragiles parce qu'ils ont besoin de sécurité. Et pour eux, la sécurité, c'est de comprendre et d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc, un enfant hypersensible précoce qui veut, par exemple, une glace, il a envie d'une glace. Le focaliser sur la glace. Il imagine déjà le plaisir qu'il aura à déguster sa glace et il anticipe sur ce bien-être-là. Donc, le fait de lui dire « attends », c'est comme si on repoussait le bien-être auquel lui, il a déjà pensé. Ici et maintenant. Donc, c'est ce qui va le mettre en insécurité et en fragilité. Donc, il ne comprend pas, il ne va pas accepter. C'est pour ça qu'Alix a dit il doit avoir une manière particulière. La manière particulière, je vais vous le dire, la manière particulière de collaborer avec eux, c'est d'anticiper aussi, d'expliquer. Nous allons sortir, nous allons aller au supermarché, c'est pour acheter du savon, pas des jouets. Okay. Une fois que c'est expliqué, au moment où l'enfant fera sa requête, dans sa tête, il y a déjà cette consigne-là. Alors, quand le parent refuse, l'enfant va repenser à ce qu'on lui avait dit et il va accepter plus facilement. Mais si le refus est inattendu pour lui, ça crée une insécurité, d'où une réaction qui peut parfois être très violente. Ah, donc tout ce qu'on voit au supermarché, les grandes crises comme ça, voilà. Ça peut... Donc, ce sont des enfants, ce sont des surdoués comme ça, qui pleurent dans les supermarchés. Il peut y en avoir, mais... Sérieusement? Il peut y en avoir, des enfants qu'on a envie de... Enfin, non, il y a les enfants qui se traînent par terre dans les supermarchés. Il y en a de plusieurs catégories. Il y a les enfants mal élevés, il y a les surdoués peut-être en petite quantité, et il y a les enfants rois. Les enfants rois, ce sont les enfants autour desquels tout tourne dans la famille et à qui on ne peut pas dire non. Donc, comme ils ne sont pas habitués au refus, alors ils exercent leur royauté sur leurs parents. D'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine en parlant de l'autorité. Garder les identités des uns et des autres secrètes. On ne cite pas ses contemporains. Surtout pas. On ne cite pas ses contemporains, on peut citer les enfants des contemporains. Tout à fait. Alors, quelles sont les relations de l'enfant surdoué avec ses frères qui ne le sont pas? Alors, les relations de l'enfant surdoué, il a quand même une personnalité. Donc, il peut être un manipulateur, comme il peut être quelqu'un d'altruiste. Donc, si vous avez la chance d'avoir un enfant surdoué qui est bienveillant, alors il va accompagner ses frères, les tirer vers le haut. Mais si vous avez un enfant surdoué qui est malveillant, il va piétiner ses frères, les rabaisser et faire preuve de sa supériorité. Oui. C'est en cela que les parents doivent être très regardants pour ne pas que l'enfant surdoué, même s'il n'est pas forcément le plus âgé, il peut martyriser les plus âgés parce qu'ils ne sont pas surdoués comme lui. Il se prend pour l'aristocrate et les autres, c'est les prolétaires. Voilà, donc il faut que les parents soient très regardants là-dessus pour accompagner et rétablir les règles. Coach, les enfants qui se roulent par terre sont des enfants capricieux, ils ne sont pas mal éduqués ni mal élevés. Soit dit en passant. Soit. C'est habillé d'une autre manière. Oui. C'est mieux comme dit comme ça, c'est plus sécurisant pour nous. Alors, on va continuer. Vous avez parlé de leur éducation. De leur éducation. La précocité cognitive face à des parents, par exemple, qui ne sont pas intellectuels. Oui. Eh bien, ces enfants-là, je l'ai dit, c'est la même chose. Si l'enfant a une personnalité bienveillante, il va expliquer les choses à ses parents. Mais s'il n'a pas la patience ou s'il a l'idée que ses parents le retardent trop sur le plan cognitif, c'est-à-dire sur le plan de l'acquisition de connaissances, il ne va pas discuter avec eux de certaines choses. Il va plutôt se tourner vers d'autres personnes qui auront l'air, pas forcément les snobber, mais il ne va pas nourrir des attentes
spécifique sur ce plan-là vis-à-vis de ses parents. Il va se dire, maman, elle ne comprend rien, donc je vais me débrouiller, prendre des renseignements vers des personnes qui ont l'air de pouvoir me comprendre et me donner des réponses à mes questions. Un mentor. L'enfant peut mentorer ses parents, tout à fait, parce que s'il est patient et bienveillant, comme je l'ai dit, il va dire, attends maman, je te montre comment on fait par exemple de l'eau sucrée salée pour un enfant qui a de la diarrhée, parce qu'il aura appris ça à l'école ou parce qu'il aura vu que on lui a appris quelque chose ou il a découvert dans ses recherches quelque chose que ses parents n'ont pas. À ce moment-là, il dira, ah maman, tu sais quoi, j'ai quelque chose à te montrer, ou papa, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Des parents ouverts pour ça. Si le parent, voilà, si le parent en retour lui dit, ça ne m'intéresse pas, l'enfant va être frustré, mais en même temps, en autoprotection, il ne va plus avoir ce genre de transactions avec ses parents parce qu'il va les classer comme des personnes qui ne comprennent rien et qui ne s'intéressent à rien. Alors que lui, l'enfant surdoué, il s'intéresse à beaucoup de choses. Trop de choses même pour son âge. Il peut devenir solitaire, hein, comme ça. Il peut devenir solitaire parce que justement, en face de lui, tout à fait, en face de lui, il n'a pas le miroir qu'il attend, il n'a pas les réactions qu'il attend, il peut se renfermer et ça va donner un enfant qui ne sera pas socialisé parce que partout où il passe, il se sent incompris. Et surtout, dans les écoles, les enfants sont très méchants, vous savez. Quand on a un enfant surdoué dans une classe, ceux qui sont moins brillants peuvent avoir tendance à le cataloguer, à le brimer et à l'isoler. Alors, cet enfant-là aura deux réactions. Si c'est un enfant qui est sociable, qui a un bon tempérament, il va chercher des astuces pour attirer les gens vers lui. Mais si c'est un enfant qui n'a pas la patience ou qui n'a pas le caractère de tolérer des choses qui le frustrent, il va s'enfermer et peut-être même éviter d'aller à l'école, refuser d'aller à l'école et entrer en échec scolaire malgré son intelligence. Que ces enfants-là, des fois, on les catalogue, hein, c'est les geeks qui portent les lunettes et tout ça, et les binoclars à côté et tout ça. Voilà. Avec les bagues et tout. Docteur, on peut faire aussi le corollaire, bien sûr, avec les enfants autistes. Parce que généralement, les recherches ont montré qu'ils sont surdoués. Les enfants autistes, leur problème se situe au niveau des interactions avec l'extérieur. Donc, ils bouillonnent, ils ont des idées, ils ont beaucoup de choses. Mais c'est comme s'ils étaient enfermés dans une cage de verre. Et c'est en cela que la difficulté de communiquer avec eux se situe. Donc, quand on a un enfant autiste, il ne faut pas lui parler comme on parlerait à un enfant, entre guillemets, normal. Parce que l'autiste, il est déjà renfermé en lui-même. Et la première fenêtre pour sortir de lui, pour le sortir de lui, c'est le regard. Donc, quand on parle à un enfant autiste, il faut se baisser, chercher son regard, parce que justement, les autistes, ils ont comme signe caractéristique aussi d'éviter le regard des autres. Parce qu'on lit dans leur regard et pour eux, c'est une façon de se dévoiler. Donc, la première chose, quand on veut s'adresser à eux, les regarder dans les yeux, chercher à attirer, accrocher leur regard et surtout, ne pas les toucher physiquement de façon brusque, ni parce qu'ils auront l'impression d'être agressés. Ils auront l'impression d'être agressés ou envahis et le malaise peut créer des crises. Donc, ils n'aiment pas qu'on leur fasse des bisous, par exemple. Et il y a des gens qui aiment bien faire les bisous. C'est quel enfant qui n'aime pas bisous, ça? Tiens, je te fais un bisou. Et l'enfant va partir en courant, en pleurant, parce qu'on l'aura agressé. C'est le ressenti qu'il aura. Est-ce que notre système scolaire en Côte d'Ivoire, ici on va mettre un peu les pieds dans le plat, est-ce que notre système scolaire en Côte d'Ivoire est propice à l'épanouissement des surdoués? Je vois dans certaines écoles, dans l'école de ma fille par exemple, il y a une classe spécialement pour les surdoués. Bon, mais ça, c'est bon côté. Deux thèses s'affrontent. Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent aussi que c'est un peu sectaire. Voilà. Ça, c'est bon côté. Ça, c'est bon côté. Donc, regrouper les enfants qui ont les mêmes aptitudes, ça peut permettre à l'enseignant d'aller plus vite et ça peut leur permettre aussi, et ça peut leur permettre aussi de ne pas se sentir seuls dans leur situation. Voilà. Donc, c'est le bon côté. Le premier à 10 mais en de même moyenne, temps, le deuxième à 9,99. Quand ils vont sortir de la classe, ils vont aller dans une société. On ne pourra pas construire des couloirs dans la société pour qu'ils interagissent. Ouais. Ils vont aller acheter du pain, ils vont aller à la bibliothèque. Donc, ils vont forcément interagir avec la société. Ils vont jouer aux billes comme tout le monde. Voilà. Oui. Donc, si on les enferme entre eux, dès qu'ils vont sortir de leur groupe d'enfants surdoués, ils vont se sentir fragilisés parce qu'ils auront pris ce groupe-là comme appui émotionnel et ils vont se sentir
fragilisé. Et c'est comme aussi faire sauter de classe à un enfant parce qu'il est surdoué. Il faut un accompagnement derrière. Bonne question. Il faut un accompagnement derrière. Vous savez, moi, je suis à la chasse aux questions, Alix. Voici une bonne question ici qui dit mon fils est surdoué en mathématiques. Nous habitons Bingerville et sa gestion nous a amené sa mère et moi à divorcer, à se séparer parce que c'était trop prenant. Il n'entre pas dans les détails, mais voilà ce qu'il dit. Oui, parce qu'il y a la disponibilité. Il y a eu peut-être un discorde sur l'orientation. Il y a la disponibilité matérielle, la disponibilité affective. Ça intervient énormément dans la gestion d'un enfant surdoué. Donc, si l'enfant a besoin d'un câlin, par exemple, que sa maman le lui donne, et qu'il dit « Ah, je voudrais aussi un câlin du papa », et que le papa est en train de travailler, il est stressé, qu'il repousse l'enfant, la maman peut dire « Regarde, ça va le frustrer ». Ou l'inverse, le papa aussi peut dire à la maman « Regarde, ça va le frustrer », et ça peut occasionner des disputes. Donc, il faudrait que les parents d'enfants surdoués s'asseyent pour parler de ce qui est prioritaire pour leur enfant. Déjà, il faut plus reconnaître l'enfant surdoué et le gérer. C'est tout le thème, ça doit reconnaître l'enfant au quotidien. Si on pense que son enfant a des aptitudes supérieures aux enfants de son âge, allez voir un spécialiste pour dire « Mon enfant, il apprend vite, il comprend vite, il est impatient, il est hyper fragile. Je pense qu'il pourrait être à part. Est-ce que vous voulez bien voir ?» Et le psychologue va faire un test ou plusieurs pour voir si vraiment vous êtes sur la bonne voie. Si l'enfant n'est pas surdoué et qu'il est juste éveillé, comme on l'a dit dans l'élément, être éveillé, ça ne veut pas dire être surdoué. Et tous les enfants surdoués ne sont pas forcément hyperactifs. Ils peuvent être surdoués et très calmes, trop calmes même pour leur âge, parce que autour d'eux, ils ont des questions qui ne sont pas de leur âge et des personnes en face qui ne les comprennent pas forcément. Donc quand ils se sentent incompris, ils ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et ça donne des enfants solitaires. Docteur, revenons toujours au système éducatif. Quand on a ce préalable là, du diagnostic avec un psychologue, du fait que son enfant soit surdoué, quelle est la démarche au sein du système éducatif? Au sein du système éducatif, vous allez voir des enseignants. Les enseignants, ils aiment bien que leurs élèves aient de bons résultats. Donc vous allez voir des enseignants qui vont les prendre en affection et qui vont se focaliser sur eux. Parce qu'ils vont avoir l'impression, ils vont avoir l'impression que cet élève-là, au moins, il me comprend. Ça veut dire que je suis un bon enseignant. C'est la preuve. Mais pour être dans le même couloir de questions qu'Alix, mon enfant est surdoué. Il a été affecté dans un lycée. Ils sont 112 dans la classe. C'est pas gaspiller son côté surdoué, ça. Non, franchement. Ah non. Oui, il faut prendre sur soi de l'emmener dans un autre système. Est-ce que notre société est préparée à ça? Si les parents n'ont pas les moyens. Il va poser des questions. Le professeur va dire mon cours, je suis en retard, fais vite. Donc si les parents n'ont pas les moyens, qu'est-ce que vous préconisez? L'enfant va rester dans la classe de 112 personnes, mais en face, il faudrait qu'il ait un retour. Donc si, par exemple, à ses devoirs, il a de bonnes notes, l'enseignant va forcément le remarquer. Mais on dit qu'il est émotif et l'environnement peut le perturber. Oui. Ça peut tuer son côté surdoué. Il peut se recroqueviller. Tout à fait. Mais c'est là où intervient la prise en charge. Mon enfant a de mauvaises notes alors qu'à la maison, il apprend bien, il a mémorisé ses leçons, il réagit bien, mais à l'école, il réagit mal. Les parents vont soupçonner, par exemple, de la maltraitance pour les plus jeunes. Et chez les grands, ils vont soupçonner peut-être une mauvaise interaction ou une incapacité de l'enfant à s'adapter au contexte. La dyslexie? Non, pas forcément. La dyslexie, c'est autre chose. C'est une difficulté d'apprentissage du langage, de prononciation et de structuration des phrases. Oh, c'est autre chose dans l'apprentissage. Donc, l'enfant, quand il va avoir de mauvaises notes ou avoir des attitudes de renfermement, le parent doit s'intéresser à son enfant et dire, surdoué ou pas, quand vous voyez que votre enfant ne file pas droit, il faut vous intéresser à l'enfant, quel que soit son âge. Donc, s'il fait des choses qui ne sont pas de son âge, lui poser des questions, l'accompagner. Et quand ça dépasse vos compétences parentales, il faut aller voir des spécialistes pour vous aider. Il ne faut pas hésiter. Malheureusement, ici, on pense que la psychologie ou la psychiatrie, c'est pour les gens fous ou malades. Schizophrénie, Voilà, alors que ce n'est pas le cas. Avoir un psychologue, ce n'est pas forcément dire qu'on est fou ou qu'on est malade. On veut juste voir le schéma cognitif, c'est-à-dire comment l'enfant comprend et comment il répète ou il intègre, il s'approprie des nouvelles notions. Et ça, c'est important. Si vous voyez que l'enfant s'approprie des nouvelles notions, par exemple, lorsqu'il y a du calme,
mais il faut le mettre dans un endroit calme pour qu'il puisse réviser. Il y a des enfants que le bruit ne gêne pas. Ils peuvent apprendre des leçons dans la musique, dans un maquis même. Ils peuvent avoir de bonnes notes en étudiant. Ils peuvent avoir juste besoin d'un petit coin de table pour faire leurs devoirs, alors que pour d'autres enfants, il faudrait vraiment que toute la pièce soit dédiée à. Donc, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la personnalité de l'individu. Dernière question avant qu'on ne conclue. Monsieur Govoy, c'est saoulant d'avoir, désolé pour l'expression, d'avoir un enfant surdoué dans nos pays en Afrique. Ça ne sert à rien. À tous les coups, à un moment, il devrait être obligé d'aller à l'extérieur, notamment en Europe. Parce que là-bas, au moins, il y a des structures adéquates. On en parlait tout à l'heure. Ici aussi, il y a des structures adéquates. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'usine à chaussures qu'on ne va pas se chausser. Donc, on le fera d'une autre façon, de manière artisanale. Donc, ici, si on a des enfants surdoués, même dans la tradition africaine, les enfants surdoués étaient traités à l'indigénat parce qu'on se disait, lui, il a telle faiblesse, donc on les traitait à l'indigénat avec des prières et tout. Donc, ce n'est pas du tout du gâchis d'avoir un enfant surdoué sous nos tropiques, bien au contraire. Ça permet aux autres enfants de se challenger et de voir que si l'autre l'a fait, c'est que moi aussi je peux le faire. Donc, ça va les amener à... Il sera comme une locomotive pour ses camarades, si et seulement si les adultes autour de lui l'accompagnent et l'aident. N'oublions pas qu'après tout, c'est seulement des enfants. Donc, tout peut se faire. Merci. Et dans le challenge, il faut avoir de la bienveillance, pas de la prétention. Et il ne faut pas mettre la pression pour que l'enfant se surpasse. Il faut juste l'accompagner. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. On a fini. Alix, c'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, c'est terminé pour aujourd'hui. On a pris vraiment du plaisir à être en votre compagnie, à s'inviter chez vous. On vous invite à nous suivre encore demain. Au revoir.